On va voir une autre méthode pour faire la classification de documents basée sur la régression logistique maintenant. Alors, on a parlé que pour faire la classification, on peut utiliser une approche générative avec le modèle Bayésien naïf multinomial. Maintenant, on va voir un exemple d'approche discriminante basée sur la régression logistique. Alors, pour en arriver à la régression logistique, on va partir en fait du modèle Bayésien naïf multinomial, puis on va le manipuler un peu mathématiquement pour voir une autre forme qu'on pourrait essayer de fitter à nos données. Donc, dans le modèle Bayésien naïf multinomial, on va prédire qu'un document appartient à la classe C1 si la probabilité conditionnelle de la classe C1, étant donné les mots dans le document que j'observe, est plus grande que la probabilité qu'ils appartiennent à la classe 0, étant donné, encore une fois, les mêmes mots. Donc, si la distribution conditionnelle de la classe pour la classe 1 est plus grande que pour la classe 0, je vais dire que c'est plus vraisemblable, selon mon modèle, qui appartiennent à la classe 1, donc c'est la classe que je vais prédire. Maintenant, parce qu'on a un problème de classification binaire, la probabilité de la classe 0, c'est 1 moins la probabilité de la classe 1, parce que les probabilités doivent sommer à 1. Donc, je peux réécrire comme ça cette condition-là pour prédire la classe 1. Ce qui veut dire, en fait, que donc, si je passe ce terme-là ici à gauche, je vais avoir un 2 ici, puis là, j'aurai 1 divisé par 2 à la place. Ce qui me donnerait donc comme condition de classifier dans la classe 1 si la probabilité de la classe 1 est plus grande que 0,5. Maintenant, ce qu'on va faire, donc, clairement, juste calculer ça ici, ça suffit pour prendre ma décision de classification. Là, je vais la manipuler un peu plus pour la réécrire sur une autre forme. Donc, la probabilité de la classe qu'elle soit égale à 1, étant donné les mots de mon document, je peux utiliser cette règle-là ici, c'est-à-dire ça va être la probabilité de jointe de la classe qu'elle soit correspond à la classe 1 et des mots du document, divisé par la somme sur toutes les classes possibles au dénominateur. C'est-à-dire la somme de la probabilité que mon document appartienne à la classe 1 et qu'il contienne les mots W1 jusqu'à WD, plus la probabilité qu'il appartienne à la classe 0 et qu'il contienne les mots W1 jusqu'à WD. Ici, donc, j'ai juste marginalisé par rapport à la classe. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce numérateur-là ici, puis je vais m'arranger pour qu'il corresponde à 1 en divisant finalement par ce terme-là au numérateur et au dénominateur. Donc, je vais diviser ici par ce terme-là, puis je vais donc diviser par ce terme-là ici aussi et ici aussi. Donc, je vais avoir 1 au numérateur, 1 ici, parce qu'il s'est cancellé avec lui-même. Puis finalement, je vais avoir la probabilité pour la classe 0 divisé par la probabilité pour la classe 1 pour le deuxième terme dans le dénominateur. Là, je vais réécrire sur une autre forme qui va me permettre d'écrire tout ça sous la forme d'une fonction qui est bien connue. Donc, je vais prendre ici, je vais placer une exponentielle, puis ensuite de ça, je vais placer un log. Si je fais ça, donc ça donne exactement la même fonction. Je vais le placer juste en avant ici. Puis là, finalement, je vais avoir le log d'un ratio. C'est la même chose que la différence des logs. Puis la façon dont je vais l'écrire, en fait, c'est avec un moins devant. Donc, je vais avoir moins le log de la probabilité pour la classe 1. Ça, c'est entre parenthèses ici. Moins le log de la probabilité de la classe 0. Donc, ce que j'ai ici, c'est un terme qui compare la probabilité de la classe 1 moins la probabilité de la log probabilité de la classe 0 avec un moins devant ici. Et cette fonction-là qui correspond à 1 divisé par 1 plus l'exponentielle de moins son argument, c'est la fonction qu'on appelle sigmoïde, d'autres l'appellent la fonction logistique. C'est une fonction, en fait, qui prend des chiffres qui peuvent varier de moins l'infini à plus l'infini, mais qui va donner en sortie un chiffre qui est entre 0 et 1. Donc, ça permet de modéliser une probabilité d'une observation binaire comme ça. Okay? Donc, finalement, toute cette expression-là ici, c'est l'équivalent de la sigmoïde de la différence entre la log probabilité de la classe 1 et la log probabilité de la classe 0. Là, finalement, je vais prendre cette différence de log probabilité-là, puis je vais travailler un peu avec pour montrer que je peux la simplifier dans sa forme. Donc, la log probabilité de la classe 1 et des mots dans le document,
c'est quoi? C'est la log probabilité a priori de la classe 1, plus, comme on a vu avant, la somme sur le vocabulaire du nombre de fois que je vois chacun des mots, fois leur log probabilité pour la classe donnée. Ça, c'est pour la classe 1. Puis pour la classe 0, c'est la même chose. C'est juste qu'à la place d'avoir un 1 ici, je vais avoir un 0. Simplement. Et dans le modèle bayésien naïf multinomial, l'apprentissage, les paramètres, c'est de déterminer ces probabilités-là ici, chacune, puis chacune des probabilités conditionnelles ici. En régression logistique, en fait, ce qu'on va faire, c'est remarquer que finalement, ces deux paramètres-là ici, ben, je pourrais les combiner ensemble puis l'appeler le paramètre B. Ça, c'est un scalaire, ça, c'est un scalaire. Donc, la différence, je vais juste appeler ça le paramètre B. Puis, de la même façon, la différence entre la log probabilité du JMO pour la classe 1, étant donné la classe 1, moins la log probabilité, encore une fois, du même mot, du JMO, mais pour la classe 0, je vais appeler ça le paramètre WJ. Donc, finalement, je vais regrouper ces deux sommes-là ensemble. Ce que je peux faire, parce que les deux sont multipliés exactement par XJ. Donc, si je reparamétrise comme ça, j'obtiens une forme qui est plus simple, qui est juste un biais plus XJ fois son paramètre WJ. Donc, le nombre de fois que je vois le JMO fois un paramètre qui détermine l'importance, l'impact dans ma décision de voir le JMO un certain nombre de fois. Puis là, bien, ce qu'on reconnaît ici, c'est que ça, en fait, cette somme des produits élément par élément entre XJ et WJ, je pourrais l'écrire comme un produit vectoriel. Un vecteur W fois le vecteur de sac de mots X. Donc, finalement, cette expression-là ici, je peux l'écrire comme une transformation linéaire assez simple qui est paramétrisée par le scalaire B, qu'on va appeler un biais, puis le vecteur W, qu'on va appeler souvent un vecteur de poids. Donc, l'idée dans la régression logistique, c'est d'exploiter cette nouvelle paramétrisation-là de la fonction de décision qu'on utilise dans le modèle bayésien. Puis, on va apprendre directement ces paramètres-là. Donc, plutôt que d'apprendre explicitement des log probabilités a priori des classes, puis la log probabilité d'observer un mot étant donné la classe, on va carrément optimiser par rapport à le biais B et les poids W. Puis on va les optimiser directement à prédire la classe. C'est-à-dire qu'on va faire du maximum de vraisemblance, mais conditionnel, où ce qu'on va essayer de maximiser, c'est la probabilité conditionnelle pour chacun des documents dans mon ensemble d'entraînement qu'ils appartiennent à la bonne classe, la classe à laquelle ils sont associés dans les données d'entraînement. Donc, ça, c'est finalement le produit des probabilités que chacun des documents appartiennent à leur classe donnée. Et une autre façon de l'écrire, ça, ben, on se rappelle que dans ce modèle-là, la probabilité que C soit égal à 1, étant donné un document, on va le modéliser comme étant la sigmoïde de mon biais plus mon vecteur W multiplié par X. Donc, une façon finalement d'écrire cette probabilité-là ici, qui dépend de est-ce que CT, qui est la classe du TM document dans mon ensemble d'entraînement, est-ce que c'est la classe 1 ou la classe 0. Je peux l'écrire comme ça ici. Donc, ça va être la sigmoïde de ma transformation linéaire à la CT fois 1 moins la sigmoïde de la transformation linéaire à la 1 moins CT. Donc, on voit que si CT est égal à 1, bien ça va disparaître, puis ça aussi. Donc, j'obtiens bel et bien la probabilité de la classe 1. Puis, si CT est égal à 0, bien, je vais avoir ça à la 0. Donc, ça va être 1. Tout ça ensemble va être 1. Puis, ici, genre 1 moins 0, ça va être 1. Donc, je vais avoir bel et bien 1 moins la probabilité d'appartenir à la classe 1, qui est la probabilité d'appartenir à la classe 0. Okay? Donc, ça ici, puis l'expression ici, sont bel et bien équivalents. Puis finalement, ben, il se trouve que maximiser un produit de termes comme ça, numériquement, c'est un peu difficile. Donc, à la place, on va optimiser un problème qui est équivalent. On va transformer le problème en un problème de minimisation, c'est-à-dire qu'on va mettre un moins devant ce qu'on va optimiser. Puis, on va aussi optimiser à la place la log probabilité moyenne. C'est-à-dire qu'on va commencer par placer un log devant le produit. Ça va nous donner une somme de ces termes-là. Puis, le log de ça ici, on voit que c'est CT fois le log de la sigmoïde moins 1 moins CT fois le log de 1 moins la sigmoïde. Puis, en plus, ben, devant, on va prendre la moyenne juste pour que
le genre de valeur qu'on va observer augmente pas avec le nombre d'éléments dans l'ensemble d'entraînement. Fait que je vais multiplier par une constante positive 1 sur n, qui fait que ça ne change pas la nature du problème d'optimisation. Okay? Donc finalement, maximiser cette probabilité-là, on va voir ça comme minimiser la log probabilité moyenne de l'appartenance à la bonne classe selon mon modèle, étant donné le document. L'avantage de faire ça, c'est que là, à ce moment-là, on peut réécrire ce problème d'optimisation-là comme un problème où j'optimise une moyenne de ce terme-là qu'on peut voir comme une perte. C'est comme la pénalisation qu'on impose à notre modèle lorsque, pour la façon qu'il se comporte pour une entrée XT, étant donné que la bonne réponse, c'est CT. Donc là, maintenant, le problème d'apprendre ce modèle-là, ça va être le problème de minimiser une moyenne d'une certaine perte, qui est ce terme-là ici, qui est la log probabilité négative associée au modèle. Et là, malheureusement, ça, c'est pas un problème d'optimisation qu'on peut optimiser analytiquement. On ne peut pas trouver de solution analytique. Donc, à la place, on va utiliser des procédures plutôt numériques puis itératives, où on va passer à travers nos données itérativement, puis on va essayer d'améliorer la solution au fur et à mesure. Puis une méthode de faire ça que vous avez déjà vue, c'est la descente de gradient stochastique. La descente de gradient stochastique, c'est un algorithme qui est parfait pour optimiser une moyenne de pertes où je suis capable de calculer le gradient de la perte par rapport à mes paramètres dans mon modèle. Donc, dans ce cas-ci, dans le contexte de la régression logistique, la descente de gradient stochastique, ce qu'elle fait, c'est qu'on commence par initialiser les paramètres de mon modèle, qui est le scalaire B et le vecteur W. On pourrait les initialiser tous à 0, donc B à 0 puis W à un vecteur rempli de 0. Et là, la descente de gradient stochastique, ce qu'elle va faire, c'est pour un certain nombre d'itérations que j'appelle K ici, on va cycler à travers nos exemples. Donc, pour T, ça va être un indice pour chacun des exemples, chacun des documents dans mon ensemble d'entraînement. Donc, je vais passer du premier document jusqu'au dernier document qui est où je suppose que j'ai n majuscule nombre de documents. Là, ben, qu'est-ce que je fais? Je vais faire je vais me diriger dans la direction opposée à la dérivée partielle de ma perte pour cet exemple-là ici. Cet exemple-là, XT, CT. Donc, je vais prendre mon biais, puis je vais soustraire alpha, qui est en anglais, on appelle ça un step size en optimisation, ou aussi un learning rate. Donc, en français, on pourrait appeler ça un taux d'apprentissage. Donc, je vais me diriger dans la direction opposée de la dérivée partielle, mais avec un certain taux alpha. Donc ça, je fais ça pour mon biais B. Puis, pour chacune des dimensions du vecteur WJ, je vais faire la même chose. Donc, je vais prendre mon paramètre WJ, puis je vais me diriger en direction opposée avec un taux alpha de la dérivée partielle de la perte par rapport au paramètre WJ. Donc, je vais faire ça. Je vais exécuter finalement ces deux boucles imbriquées-là. Puis à la fin, ben, ça va être ma solution. Ça va être mon modèle entraîné sur mes données d'entraînement. Donc dans ce cas-ci, ça veut dire que je dois spécifier comme des hyperparamètres le nombre d'itérations et le taux d'apprentissage. C'est quelque chose qui n'est pas appris que je dois spécifier avant d'exécuter l'algorithme. Et dans le contexte de la régression logistique, il se trouve que calculer les gradients, donc les dérivées partielles des pertes par rapport aux paramètres, est très simple. On peut démontrer, par exemple, que la dérivée de la perte qu'on a notée loss par rapport au biais B, c'est simplement la quantité ici, PT moins CT, où PT, en fait, ça va être la probabilité de la classe 1, étant donné les mots dans le sac de mots du document, c'est-à-dire la sigmoïde du biais plus le produit scalaire entre notre vecteur de poids et XT, le sac de mots. Donc, on fait la probabilité de la classe 1 moins est-ce que ça appartient à la classe 1 ou pas. Donc, quand on assigne une probabilité à la classe 1 qui est élevée, mais que c'était 0, on voit qu'on va avoir un gradient qui va être, une dérivée partielle qui va être positive. Puis à ce moment-là, à cause du moins ici, ça veut dire qu'on va diminuer la valeur du biais. Donc, on va essayer de finalement diminuer la probabilité assignée à la classe 1. Donc, augmenter la probabilité à la classe 0. Donc, on voit que cette dérivée partielle-là a du sens, puis en plus, elle est très simple à calculer. On calcule avant tout la probabilité de la classe 1. Puis ensuite de ça, pour le biais, sa dérivée partielle de la perte par rapport au biais, c'est simplement la probabilité moins la cible, la vraie classe.
Et de la même façon, pour le gradient des poids WJ, pour chacune des dimensions J de mon vecteur WT, donc chacun des mots finalement dans mon sac de mots, des mots différents dans mon vocabulaire plutôt, il se trouve que la dérivée partielle de la perte, mais cette fois-ci par rapport à WJ, c'est cette expression-là ici. C'est-à-dire qu'on a encore PT moins CT fois, finalement, le nombre de fois que le JM mot dans mon vocabulaire apparaît dans le TM document. Donc, la JM dimension du sac de mots XT, finalement. Okay. On voit que c'est une mise à jour, encore une fois, qui a une quantité qui est très, très simple à calculer. Puis, je mets à jour chacun des poids WJ en faisant un pas de taille alpha, qui est mon taux d'apprentissage, dans la direction opposée de la dérivée. Et parce qu'on est dans un contexte de classification de documents, et qu'en pratique, on va avoir des vocabulaires qui sont très grands, mais qu'un tout document donné va typiquement contenir seulement une fraction des mots qui appartiennent au vocabulaire, il se trouve que le vecteur XT, ça va être un vecteur qui va contenir beaucoup de zéros. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots, donc, qui vont avoir une fréquence de 0 dans le document donné. Donc, ça veut dire que c'est possible d'obtenir parfois des implémentations plus rapides, par exemple, du produit scalaire ici en WXT, en faisant tout simplement une somme sur les indices J tels que la dimension J dans le vecteur de sac de mots est non nulle. Donc, si on avait une structure de données pour représenter nos vecteurs X, nos vecteurs de sac de mots, tels qu'on pouvait facilement et efficacement itérer sur seulement les dimensions qui sont non nulles, à ce moment-là, on pourrait tout simplement prendre ces dimensions-là et multiplier le poids WJ par la valeur de la dimension, qui est notée XTJ. Donc, une structure de données comme ça, qui permet de faire ça efficacement, ça pourrait être, il y en existe plusieurs, mais essentiellement, on voudrait une structure de données qui garderait seulement les indices, donc une liste, par exemple, des indices, ou un tableau des indices où la valeur à cet indice-là dans mon vecteur est non nulle, puis un autre tableau qui contient les valeurs à ces indices-là seulement, et non pas sans garder ceux qui sont au zéro. Et de la même façon, parce que ici, dans ma dérivée partielle de la perte, je multiplie par XTJ, bien, si XTJ est égal à 0, ça ne me sert à rien finalement de calculer ça parce que finalement, je vais me retrouver avec ça qui est nul, puis WJ va rester le même. Donc, c'est possible aussi d'accélérer encore une fois les calculs en faisant une boucle seulement, encore une fois ici, sur les indices tels que la valeur à la dimension J est non nulle. Donc, seulement pour les mots, finalement, du vocabulaire qui apparaissent au moins une fois dans le document. Encore une fois, si on a une façon de faire cette boucle-là rapidement avec une structure de données pour appropriée, qui nous donne efficacement tous ces indices-là avec des valeurs non nulles, c'est possible à ce moment-là d'avoir une implémentation de cette forme-là qui va être plus efficace lorsqu'on a des vocabulaires très grands et des documents qui sont peut-être courts ou qui, de façon générale, contiennent toujours une petite fraction des mots possibles de notre vocabulaire. Finalement, qu'est-ce qu'on fait avec les hyperparamètres? Donc, on en a deux, le nombre d'itérations K. Ce qu'on fait souvent en pratique, c'est qu'en fait, on a toujours notre ensemble de validation. C'est ce qu'on utilise pour identifier une bonne valeur de nos hyperparamètres. Mais ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va entraîner une itération à la fois. Puis après chaque itération, on va regarder c'est quoi la performance sur l'ensemble de validation. Puis si cette performance-là, éventuellement, arrête de s'améliorer, typiquement, ce qu'on va voir, c'est que la courbe de l'erreur sur l'ensemble de validation va diminuer, puis éventuellement va se mettre soit à augmenter ou carrément à saturer ou augmenter juste un petit peu. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va détecter que l'erreur de validation arrête de s'améliorer, on va arrêter l'entraînement. Puis on va revenir au modèle, la valeur de B et W qui avait la meilleure performance de validation. Donc ça, on appelle ça du early stopping. C'est quelque chose qui est très souvent utilisé avec la descente de gradient stochastique. Et puis pour le taux d'apprentissage, c'est comme des hyperparamètres en général. On va faire une liste de valeurs qu'on va essayer. On va exécuter notre expérience. Pour chacune des valeurs du taux d'apprentissage, on va fixer le nombre d'itérations avec du early stopping. On va regarder c'est quoi l'erreur de validation au nombre d'itérations de early stopping pour chacun des taux d'apprentissage. Puis à ce moment-là, on va juste sélectionner le taux d'apprentissage et le modèle associé qui avait la meilleure performance sur l'ensemble de validation.
Puis finalement, bien évidemment, on va regarder la performance de l'ensemble de tests pour avoir la vraie performance non biaisée de notre modèle. Donc ça, c'est la procédure pour faire de la classification avec la régression logistique.